Bonjour, bienvenue. Je suis Guillaume Marchand, je suis solution architecte chez AWS. Dans cette session, on va parler intelligence artificielle et plus spécifiquement intelligence artificielle dans les médias. On va voir comment l'intelligence artificielle va pouvoir transformer vos workloads, d'une part, vos workflows, et ensuite transformer l'expérience utilisateur. Je suis accompagné de Philippe Petitpont, qui est cofondateur de Newsbridge, qui nous expliquera comment l'intelligence artificielle a pu transformer les workloads des médias, surtout des journalistes. L'intelligence artificielle, c'est pas une techno qui est nouvelle, ça date il y a 50 ans. Pourquoi aujourd'hui on en entend beaucoup parler? Il y a deux raisons à ça. D'une part, parce que vous pouvez collecter énormément de données maintenant grâce à AWS et grâce au cloud. Et d'autre part, vous pouvez aussi la traiter avec du compute à la demande et avec différents types de compute, de la GPU, du FPGA, des instances optimisées compute, RAM. Et donc, c'est pour ça que ça explose. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle s'applique à beaucoup de workloads. L'expérience utilisateur, on verra ça tout de suite. Les prises de décision dans vos activités commerciales, le forecast de vente, le forecast d'audience, par exemple, et tout ce qui est innovation. On se rend compte que 40% des initiatives d'innovation aujourd'hui vont être liées à l'intelligence artificielle. Et donc, ça va vous donner aussi un avantage compétitif par rapport à la concurrence, bien sûr. Et notre mission chez AWS, c'est de mettre cette technologie qui vient de la recherche, qui vient de papier recherche initialement, qui vient des universitaires, dans les mains de n'importe quel développeur. N'importe quel développeur, ce sont des gens qui n'ont pas un énorme cursus de maths, comme moi par exemple, et qui veulent s'y mettre. Et l'intérêt, c'est de savoir par où commencer et de se concentrer sur cet algo et pas tout ce qu'il y a autour sur l'infrastructure. L'offre AWS, elle est comprise en trois couches. Vous avez déjà vu ce slide avec Adrien tout à l'heure, je ne vais pas rentrer spécialement en détail. On va commencer rapidement par la couche du bas, l'infrastructure. Cette couche du bas est dédiée aux recherches, aux gens qui font de la recherche, aux spécialistes. Et donc ces spécialistes, ils vont aller creuser. Ils vont aller creuser dans le détail dans leur algorithme, ils vont aller chercher la performance, ils vont aller chercher les optimisations sur l'infrastructure, sur la GPU. Et donc on va leur donner accès à ces instances, au fond de cette infrastructure pour qu'ils puissent optimiser un maximum. Donc ça, c'est une catégorie bien précise. Deuxième catégorie, la plateforme. Cette plateforme, elle est dédiée aux développeurs qui veulent construire un algorithme, mais qui veulent se concentrer sur cet algorithme et toutes les couches d'infrastructure, les couches de pipeline, de build, d'entraînement, de gestion, on va dire, vont être gérées par AWS. Et la couche du haut, la couche service, ça va être la couche d'API. Et donc là, c'est n'importe quel développeur, sans connaissance de machine learning, vous allez pouvoir appeler une API, et cette API va vous rendre un résultat, et vous n'aurez aucune configuration de machine learning à faire. Et donc, voilà les produits liés à ces différentes couches. On va se concentrer pour l'instant sur la partie service. Donc la couche API, il y a plusieurs catégories. L'analyse d'images et de vidéos avec un produit qui s'appelle Recognition et un produit qui s'appelle Textract. Textract va vous aider à analyser vos documents, vos PDF par exemple. Ensuite, l'analyse de la parole. D'une part, le speech to text. Donc je transforme la voix en texte avec Transcribe. Et Poly, le text to speech, qui est par exemple l'équivalent de Alexa. Quand vous entendez la voix d'Alexa, eh ben, derrière, il y avait quand même du texte. Donc, on va réussir à faire du text-to-speech. L'analyse du langage, ça veut dire que vous avez un texte et vous voulez analyser, comprendre ce qui se passe dans ce texte. Par exemple, je suis Guillaume Marchand, je travaille chez AWS à Paris. Guillaume, ça va être mon prénom. Marchand, c'est mon nom. AWS, l'organisation. Et Paris, la localisation. Donc, on va pouvoir récupérer des informations de ce texte. Ensuite, les moteurs de conversation avec Lex, toute l'expérience du groupe Amazon sur le forecast par exemple de produits au sein de nos centres de distribution, on l'a productisé dans un produit qui s'appelle Forecast. Et donc on met à disposition de nos clients où vous allez pouvoir injecter vos propres données pour faire du forecast, par exemple forecast d'audience. Et pareil pour la recommandation que vous voyez sur Amazon.com, ça a été productisé au sein d'un produit qui s'appelle Amazon
personalize, et vous allez pouvoir monter un moteur de recommandation sans connaissance de l'algo. Et donc, comment je vais appliquer cette technologie aux médias? La première chose, c'est automatiser les workflows médias. Ça veut dire qu'en prenant vos vidéos que vous allez positionner sur AWS, on va pouvoir faire cette analyse d'images, de vidéos, de voix et récupérer ces métadonnées. Ces métadonnées, vous allez pouvoir les rentrer dans vos gestionnaires de contenu, par exemple. D'autre part, vous allez pouvoir améliorer la monétisation de contenu. Je m'explique, par exemple, je suis sur une page web. Dans cette page web, j'ai une vidéo, j'ai du texte, j'ai une image et j'ai une publicité. Ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de contextualiser cette publicité en récupérant les métadonnées de cette image, de cette vidéo et ce texte. Par exemple, sur une image, j'ai un sac à main. Je vais peut-être pousser une publicité de sac à main. Et enfin, la réduction de coût. Le coût de taguer manuellement une vidéo pour reconnaître par exemple les célébrités est énorme. Et grâce au machine learning, on va pouvoir réduire ces coûts. Et le dernier point, c'est aussi sur la modération de contenu que l'on fait manuellement quand vous avez une vidéo pré-diffusée. Là, on va pouvoir passer de l'intelligence artificielle pour vérifier que cette vidéo qui était peut-être pour du moins de 12 ans soit conforme à du moins de 12 ans, qui n'est pas une frame qui s'est introduite, par exemple, à cause d'un disque corrompu. La première démo que l'on voit, on voit un enfant qui ouvre un cadeau. On voit qu'il y a un contexte, donc on fait une détection d'objet, on fait une détection de contexte. On voit aussi, au fond de l'image, une action, quelqu'un qui embrasse une autre personne. On voit des objets, ballons, on voit une action aussi d'ouvrir un objet. Donc on fait de la détection d'objets, on arrive à comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et ça grâce à l'image, à l'analyse de la vidéo. Deuxième exemple, sur un flux vidéo, on a séquencé toutes les minutes ce flux, et on passe l'ensemble des services que je vous ai présentés pour faire cette analyse. D'une part, Comprehend, on va analyser la voix. On a fait d'abord du speech to text, on analyse la voix et on essaye de retirer des entités nommées, une localisation, des phrases clés. On essaye aussi de récupérer l'humeur. Quelle était l'humeur des personnes dans cette vidéo. Sur Recognition, on récupère les labels, les objets, les actions qu'on a vues tout à l'heure. Et ensuite, sur Transcribe, j'ai récupéré du speech to text, donc le texte, et je vais pouvoir le traduire avec Translate. Translate, c'est le moteur qui vous permet de traduire votre texte. Donc j'arrive à intégrer tout ça. Troisième exemple, c'est notre client Sky News. Sky News, c'est une chaîne au UK. Et l'année dernière, il y avait le mariage princier. Le mariage princier qui a été diffusé pratiquement mondialement. Et l'expérience qu'a proposé Sky News à leurs clients sur le web, c'était de filmer donc la montée des marches et d'identifier chacune des personnes qui montaient les marches. Donc il y a des personnes extrêmement connues, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Donc en temps réel, sur le flux live, Sky News arrive à indexer chacune des célébrités et vous propose une expérience où on a la fiche personne, et si à un moment de temps j'ai loupé la montée des marches de George Clooney, je peux appuyer sur Watch Arrival et revenir en arrière. Il y a pas mal de choses à faire sur les matchs de foot, sur l'événement sportif. Là, l'expérience, c'est de récupérer l'ensemble des joueurs avec une fiche personnage. Et à chaque fois qu'on voit le flux, on suit ces personnes. Et par exemple, quand je clique sur le joueur Stéphane, je vois un cadre qui apparaît et on détecte bien Stéphane. Quand vous voyez le player ici, vous voyez une barre de progression en rouge, ça me permet de savoir où est-ce qu'apparaît ce joueur. Et donc, je peux revenir en arrière pour voir ses actions. On rentre un peu plus dans le détail sur les éléments sportifs, sur le foot. Et là, toujours un match de foot. Et l'objectif, c'est pas d'identifier les joueurs, c'est d'identifier les actions. Et donc, quand on voit, là, il y a eu un but. Et on voit dans mon analyse que mon moteur a détecté qu'il y avait un but. Et donc, là, une action, on voit qu'il y a une faute, le moteur machine learning a détecté une faute, et ensuite, carton jaune. Le gros intérêt de tout ça, c'est que vous allez pouvoir produire des séquences
de chacune des actions automatiquement. Et donc, vous allez complètement automatiser ces chaînes de production. Pareil sur le changement de personne. Un autre use case, c'est la protection de la vie privée. Sur cette vidéo, on voit deux célébrités que j'arrive à détecter, donc la machine arrive à détecter. L'objectif, c'est de flouter ces personnes. Donc première étape, je vais faire cette détection, je vois que la machine commence à faire cette première détection, et on va appliquer un filtre d'offuscation par-dessus. Et gros intérêt, c'est que ce filtre va suivre le visage. Donc la personne peut bouger, et le filtre suit. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous avez une base de personnalités, on va faire le contraire. Toutes les personnalités publiques, je ne les offusque pas. Toutes les personnalités que je ne connais pas, je les offusque par défaut. Et donc, on peut appliquer du machine learning sur beaucoup de process. Donc, on a vu le floutage. On peut aussi détecter des armes. Avec Recognition, on va récupérer les armes. Et par exemple, si c'est un film avec du moins de 12 et que je vois une arme, c'est peut-être qu'il y a un petit sujet et qu'il faut peut-être faire un contrôle manuel par-dessus. Il y a aussi le contenu culturellement sensible. En France, peut-être que c'est acceptable que l'on voit des vidéos où il y a des personnes qui boivent. Dans d'autres pays, c'est peut-être pas acceptable. Pareil pour les armes. Peut-être que c'est acceptable dans certains pays, une législation plus ouverte sur les armes que dans d'autres. Donc ça, il y a, on va dire, un biais culturel où vous avez une décision quand même à faire sur qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Et au sein de Recognition, vous avez aussi un service de modération qui vous permet de voir si une personne est en maillot de bain. On va détecter le maillot de bain. Est-ce que c'est acceptable ou pas? C'est à vous de prendre la décision. Ou si elle est toute nue, est-ce que c'est acceptable ou pas? En fonction des critères. Je suis désolé, je ne prends pas de questions. Je les prendrai à la fin. Un exemple avec un de nos clients qui s'appelle Vidmob. Vidmob produit un service pour les équipes marketing pour analyser la performance de vos vidéos. Et donc, ils utilisent deux services, Recognition et Transcribe. Recognition pour analyser la vidéo et Transcribe pour analyser le texte. Et ils vont corréler ça avec l'audience de cette vidéo. Ils vont réussir à corréler les deux et comme ça, on va avoir une compréhension sur pourquoi cette vidéo est performante ou pas du tout. Et donc, ce qu'on voit, c'est que d'une part, on arrive à identifier les émotions à l'intérieur de la vidéo, les personnalités, les célébrités, le texte, les entités, et voilà. Et donc, en fonction de votre audience et en fonction du texte qui a été détecté, vous allez pouvoir comprendre pourquoi cette vidéo est pas ou est performante. Troisième, un autre use case, la reco. Initialement, la reco, qu'est-ce que c'est? La recommandation, c'est que moi, en tant qu'utilisateur, je fais un parcours client de consommation de vidéos, et plus j'avance dans mon parcours client, plus j'appartiens à un groupe. Si j'appartiens à un groupe, on va me proposer des vidéos de ce groupe. Vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez plus loin en apportant du contexte avec Recognition Video et Comprehend. Vous allez récupérer les informations de cette vidéo que j'ai consommée. Par exemple, je suis un fan de Renault Clio et je ne suis pas sûr qu'il y ait un cluster, un groupe qui soit fan de Renault Clio. Donc, je vais apporter du contexte à ma recommandation et on va me proposer, en plus d'appartenance à ce groupe, des vidéos où il y a des Renault Clio à l'intérieur. Et donc, Personalize, le service de recommandation d'AWS, va vous permettre d'une part de gérer ce cluster et en plus d'apporter du contexte qui va venir des autres services d'analyse d'image et d'analyse de texte. On avance. J'ai des besoins extrêmement spécifiques à mon entreprise et que je ne trouve pas dans l'API. Ce n'est pas grave. Je vais utiliser un produit qui s'appelle SageMaker. Et SageMaker, il répond à un problème, c'est que le machine learning, l'intelligence artificielle, c'est compliqué. On ne va pas se le cacher, c'est compliqué pour un développeur. Et l'objectif d'un développeur, c'est de produire de la valeur métier. Et toutes les couches basses, recueillir, préparer la donnée d'apprentissage, labelliser la donnée pour qu'elle soit compréhensible par la machine, déployer et maintenir mon environnement
d'entraînement de mon algorithme, entraîner, optimiser mon algorithme, parce que ça ne va pas être, dès la première fois, ça va être un succès. Non, il va falloir tester, retester, valider, parce que votre donnée, l'algorithme va s'adapter à votre donnée. Et ensuite, déploiement en production, et je vais voir dans ma production si ma nouvelle version d'algorithme est plus performante que l'ancienne. Donc je vais faire de l'A/B testing, et ça, SageMaker va le gérer. Et vous allez avoir beaucoup de succès, et pour avoir beaucoup de succès, il va falloir une infrastructure qui scale, qui soit élastique, et ça, AWS va le gérer complètement pour vous. Donc si on revient sur SageMaker, il y a trois modules. Adrien, on en a commencé à en parler ce matin. Le premier module, le gros intérêt du premier module, c'est que pour vous simplifier la vie, AWS a produit des algorithmes à l'état de l'art, qui sont managés par AWS, qui sont à l'état de l'art. L'objectif, c'est que ces algorithmes soient au moins ou plus performants que les algorithmes open source. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est de rentrer vos données dans cet algorithme pour les entraîner. Et donc, il y a un format spécifique de données à envoyer à ces algorithmes, et après, l'entraînement se lance. Ça, c'est quand même un des gros intérêts de SageMaker. Deuxième gros intérêt de SageMaker, c'est la partie entraînement. Donc, l'entraînement de votre algorithme va être géré par SageMaker. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est beaucoup de test and learn. Il va falloir tester, changer les paramètres, qui s'appellent hyperparamètres dans le monde du machine learning, et va falloir tester. Et ça, c'est en fonction des tests, et je réitère. L'optimisation du modèle fait par SageMaker est faite par un modèle de machine learning. C'est un modèle machine learning qui optimise un modèle machine learning. C'est une optimisation bayésienne, et ça, c'est complètement piloté par SageMaker. C'est complètement transparent pour vous. Vous allez nous donner les paramètres à optimiser, et SageMaker va piloter cette optimisation et va donner un résultat directement. Ensuite, sur le déploiement, comme je vous disais, déploiement en un seul clic, vous allez avoir une API d'exposition de prédiction qui va être gérée par AWS, que vous allez pouvoir consommer, et vous allez pouvoir faire de l'A/B testing pour valider que ce nouveau déploiement est plus performant que l'ancien. S'il est moins performant, je le retire, je garde mon ancienne version et je réitère. Je reviens sur la partie labellisation. Vous avez de la donnée. Pour que votre algorithme sur SageMaker puisse comprendre ces données, il va falloir labelliser. Par exemple, je reprends une image de ma Renault Clio. Il va falloir faire comprendre à SageMaker ou à votre algorithme que c'est une Renault Clio. Donc, il va falloir labelliser cette Renault Clio. Donc, vous allez pouvoir labelliser que ce soit de la vidéo, de l'image ou aussi du texte. Et pour ça, il y a un service qui s'appelle GrantThrough qui va vous permettre de labelliser cette donnée. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir produire une boucle de feedback sur un algorithme, une première version d'algorithme qui n'est pas ultra performant, et donc l'algorithme va vous dire avec des degrés de précision, celle-là, je ne la reconnais pas. Si cette image, je ne la reconnais pas, cet objet, je ne le reconnais pas, je vais renvoyer à GrantThrough qui va vous dire, j'ai besoin que tu me labellises cette image parce que je ne la comprends pas. Vous labellisez à la main, vos équipes ou des équipes humaines labellisent à la main, et après on réinjecte cette donnée labellisée dans votre algorithme pour qu'il soit encore plus performant. Un exemple, voilà un screen de GrantThrough, et là on voit, il demande, est-ce que tu peux me labelliser la voiture? Et donc là on a tracé un petit carré de labellisation qui a été fait à la main, hop là, pardon, qui a été labellisé à la main, et on fait, ok, ça c'est une voiture, maintenant tu peux te réentraîner. Et la fois d'après, l'algorithme va être plus performant. On a pas mal parlé de labellisation d'images. On va parler de Formule 1. Formula One est un client SageMaker. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans une Formule 1, il y a 120 capteurs. Et donc, dans une course, Formula One récupère 1500 points de mesure par seconde. Ce qui fait à peu près 3 gigas de données par voiture, par course. Donc, c'est assez massif. Et donc, ils proposent ces données, ils font des analyses sur ces données, et ils proposent aussi des prédictions sur la course, pour améliorer la performance des voitures, par exemple, qu'ils proposent aux motoristes, ou pour améliorer l'expérience utilisateur. Une vidéo de démo ? Est-ce que Hamilton va se faire doubler pendant son changement de pneumatique ? Une prédiction faite par SageMaker et qui améliore l'expérience utilisateur. Ça peut être un des use cases
que vous pouvez implémenter sur vos vidéos. Deuxième use case, la NFL, la ligue de football américain. Aujourd'hui, la NFL, c'est 180 millions de fans. Il y a à peu près 90% qui regardent le football sur la télé ou sur mobile et tablette. 37 des programmes de la NFL sont dans le top 50 des programmes les plus diffusés aux US. Donc c'est vraiment extrêmement massif. Et donc les joueurs sont équipés de télémétrie et la NFL récupère à peu près 3 Tera de données par semaine de jeu. Et là-dessus, toujours la même chose, ils prédisent certaines actions, ils font des analyses pour d'une part les donner aux équipes pour améliorer la performance. Si tu avais ça, tu aurais plus de chances de gagner par exemple, et ils améliorent l'expérience utilisateur. Super Bowl 52. As time ran down in the first, Nick Foles was about to complete one of the most improbable plays of the game. With each tick of the clock, AI from Amazon Web Services processed thousands of data points to generate real-time insights, proving that a 19% chance was all Foles needed to change the course of history. Welcome to the next generation of football. Et donc on prévoit, enfin la NFL prévoit la meilleure trajectoire en temps réel. Et donc améliore aussi l'expérience utilisateur pour voir si les joueurs ont fait le bon choix. Deuxième exemple, le baseball américain. Le baseball américain, c'est une institution, ça fait 143 ans, et ils récoltent aussi beaucoup de données. Ces données étaient traitées manuellement. Première étape qu'ils ont fait avec le programme StatCast, c'est qu'ils ont automatisé le traitement de ces données. En récupérant toutes ces données sur AWS, la deuxième chose qu'on fait, une fois qu'on a de la donnée, on fait du machine learning dessus. Et on fait aussi de la prédiction pour amélioration de la perf ou pour améliorer l'expérience utilisateur. Dans cette démo, on voit, ils sont en train de travailler dessus en 2019, on voit si la personne se déplace, est-ce qu'elle a plus de chances de gagner son action en fait. Et donc on arrive à faire cette analyse en temps réel. Et on change complètement l'expérience utilisateur du téléspectateur. Et donc, la question que vous vous posez maintenant, c'est comment je démarre. Comment je démarre? Il y a un programme qui s'appelle AWS Media Solutions que vous allez pouvoir trouver sur le site AWS où on a défini des templates d'architecture de référence que vous allez pouvoir exécuter dans votre compte AWS, qui sont disponibles sur GitHub et que vous allez pouvoir d'une part tester, valider que ça fonctionne et d'autre part customiser pour adapter à votre besoin. Donc, lancement à un clic à travers un template CloudFormation. Deuxièmement, architecturé par des solutions architectes AWS, donc qui est normalement, j'espère, ont les best practices AWS, en tout cas c'est tamponné, je vous assure. Et ça peut vous permettre de démarrer très très vite. La première solution, c'est Media Analysis. Et Media Analysis, elle va reprendre tous les services qu'on a vus, tous les API, elle va les orchestrer. Vous allez déposer une vidéo sur S3 et au bout de 10 minutes, vous allez récupérer au sein d'une API toutes les métadonnées qui ont été produites par les services d'intelligence artificielle. On va voir une démo tout à l'heure. L'intérêt, c'est, comme je vous disais tout à l'heure, c'est customisable. Si à un moment de temps, vous avez un besoin particulier d'analyse sur une vidéo, par exemple, détection des génériques dans une série, ce n'est pas produit, ce n'est pas encore fait par AWS, vous allez pouvoir ajouter vos propres modèles, détection de génériques par exemple, avec SageMaker et l'intégrer au workflow. Comment ça fonctionne? La vidéo, vous l'uploadez dans S3. Vu qu'il y a un nouvel événement d'ajout de vidéo, ça va déclencher une lambda. Et cette lambda va déclencher un service qui s'appelle Step Function. Step Function, c'est une machine à état managée par AWS. Cette machine à état, elle est en charge de gérer le workflow d'appel des différents services d'intelligence artificielle d'AWS. Chacun des services génère une métadonnée et à la fin, on a une autre lambda qui récupère l'ensemble de ces métadonnées pour les mettre dans un moteur d'indexation Elasticsearch et vous avez une API à la fin que vous allez pouvoir consommer avec l'ensemble de ces métadonnées. Deuxième exemple, Media to Cloud.
Media2Cloud vient d'un besoin de nos clients qui nous demandent « J'ai un patrimoine vidéo. Ce patrimoine vidéo qui est on-prem, il a une très grande valeur. Le problème, c'est que je ne capitalise pas dessus. Je ne l'utilise pas. » D'une part. Deuxième part, j'ai du matériel vieillissant, j'ai des tapes qui sont en fin de vie, j'ai un robot qui est en fin de vie, j'ai une solution qui est en fin de vie. Comment je fais pour migrer tout ça? Et donc, Media2Cloud, c'est pareil, un template, c'est une fondation, un framework en 3 étapes qui va vous aider à migrer ce patrimoine vidéo. Première étape, la migration, qui s'appuie donc sur ce framework et sur des partenaires. La migration, ça ne va pas se faire en claquant des doigts, c'est aussi un travail avec des partenaires, avec des professional services AWS qui vont vous aider à faire cette migration et convertir par exemple des vidéos sur un format propriétaire en un format, on va dire, plus ouvert. Deuxième étape, une fois que vous êtes sur AWS, amélioration de contenu avec par exemple l'emploi de Media Analysis pour récupérer des métadonnées. Et enfin, l'import de ces métadonnées dans votre Asset Manager que vous avez modernisé, et on va envoyer l'ensemble de ces métadonnées, que ce soit le format de la vidéo ou les métadonnées venant de l'AI, dans votre Asset Manager. Donc 3 étapes pour faire cette migration. L'exemple que j'ai fait avec Media2Cloud, c'est que j'ai pris une vidéo, mon collègue Rudy, et vous pouvez voir cette vidéo sur YouTube si vous voulez, et cette vidéo, je l'ai injectée dans Media2Cloud. La première chose que fait Media2Cloud, c'est qu'il va générer, par exemple, un sous-titre, donc du speech-to-text. Et du coup, il faut être capable de se mettre vraiment dans la peau du client pour comprendre à la fois ses besoins et ses contraintes, pour qu'ensuite on puisse travailler ensemble à définir l'architecture qui répond le mieux dans son contexte. Vous avez vu que j'ai aussi récupéré des métadonnées, on va dire, du fichier de la vidéo. Et j'ai généré un ID, j'ai géré un checksum, j'ai récupéré l'ensemble des informations de la vidéo. J'ai pu aussi récupérer les métadonnées qui venaient de votre ancien patrimoine de vidéo. Deuxième étape, donc d'une part, j'ai récupéré les sous-titres, j'ai récupéré du texte. L'autre étape, c'est que Rudy n'est pas encore une célébrité. Donc il n'est pas intégré directement dans Recognition Célébrité. Ce n'est pas un problème. On va pouvoir créer une collection. Une collection, c'est une fonctionnalité dans Recognition qui vous permet d'intégrer les visages de personnes qui ne sont pas dans Célébrité. Ça veut dire que vous allez pouvoir améliorer l'algorithme. Et donc, je récupère le cadre où on voit le visage de Rudy, soit avec Grand Through si j'ai un énorme volume, soit directement avec la fonctionnalité collection. Et vous allez apprendre à Recognition à détecter Rudy. Donc là, j'ai marqué Rudy et je relance la vidéo. J'ai coupé le son, on avait vu le sous-titre et on voit que Rudy apparaît. Vous voyez le degré de précision à 99%. On voit la détection d'humeur aussi, que Rudy est calme et on voit son environnement. On voit les sièges, table, on voit un ordinateur, on voit tous ces éléments. Et donc ça, on voit à travers le player vidéo, mais vous avez aussi tous ces éléments à disposition de l'API. Et enfin, la dernière solution, c'est la solution de sous-titrage en temps réel. C'est un gros enjeu de chez nos clients, le sous-titrage en temps réel et la traduction. Et donc, depuis la semaine dernière, depuis mardi dernier, on a cette solution, ce framework que vous pouvez déployer sur vos comptes. Et on va utiliser Transcribe pour faire du speech-to-text, Translate pour la traduction, et Poly, que j'ai commencé à vous parler, qui va vous faire du text-to-speech. Donc, qui va pouvoir renvoyer une voix en format MP3, par exemple. Donc, la vidéo, c'est en DJ6, c'est notre CEO lors de Re-Event. Et donc, par anglais, et on va faire le sous-titre. I talked earlier about the fact that last year we launched both Poly and Lex, but there are so many other things that builders want to do with language. And one of the things that's been interesting is that deuxième use case, que la es una trad. bestia que está siendo encerrada en audio y archivos de vídeo y el problema es prácticamente que es imposible realmente buscar audio bien y por lo que la mejor manera es que se ha convertido en capaz de capturar esto y hacer algo con él es convertir de audio a C'est intéressant. Passen und etwas damit zu tun ist, von Audio in Text zu konvertieren traditionell, wie Menschen dies getan haben, weil sie manuelle Transkripte eingestellt haben und zurückgegebene Schriftstellen und sie sind teuer und sie sind zeitaufwendig und so was die Menschen in der Regel. Le français est disponible depuis le début de l'année, dans Transcribe et dans l'analyse de Comprehend, dans l'analyse du langage.
Et donc toutes ces solutions, vous les avez au sein du portail AWS. Vous faites AWS Solutions Media Entertainment. Vous allez avoir ces 3 solutions, des workflows aussi de VOD, des workflows live aussi. Je passe la main à Philippe. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis Philippe Petitpont, le cofondateur de la société Newsbridge. Newsbridge, c'est une société qu'on a créée il y a à peu près 3 ans, qui est vraiment développe une solution, en fait, une plateforme de contribution cloud qui est vraiment à destination des médias au sens large du terme. Donc l'objectif, évidemment, vous l'avez compris, c'est de parler d'intelligence artificielle, et évidemment on va voir en fait comment ces outils-là et comment notamment cet outil-là est utilisé en fait par des grands groupes médias, des sociétés de production et également des agences de presse ou des chaînes de télé. Le constat duquel on part en fait et qui a permis vraiment de cibler le problème et le use case, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, c'est la partie cas d'utilisation. C'est qu'aujourd'hui, en 2018, c'est même l'année dernière, les médias ont tourné plus de 30 millions d'heures de rush. Donc vraiment de vidéos brutes, 30 millions d'heures, ça fait quasiment l'âge des pyramides d'Égypte, c'est beaucoup. Et dans 10 ans, ce sera 150 millions, et comme toutes les prédictions de ce type-là sont souvent fausses, ce sera probablement beaucoup plus. Donc en fait, le problème, pourquoi en fait aujourd'hui c'est compliqué de traiter tout ce volume de données, c'est que effectivement tout est humain. Et en fait, à un tel point qu'on travaille beaucoup avec France Télévisions. Aujourd'hui, les journalistes qui travaillent à France Télévisions nous disent c'est plus humain aujourd'hui de réussir à traiter un volume de contenu si élevé, ce qui fait que quand j'ai LCI par exemple qui filme 50 heures de gilets jaunes tous les samedis matins, en fait, comment ces 50 heures de gilets jaunes, je réussis à en faire un JT de 3 minutes en fait qui va passer à midi. La réponse est qu'on va peut-être choisir des éléments au hasard, et peut-être que finalement on va avoir un problème pour choisir l'angle éditorial, et finalement on va peut-être passer à côté de certaines pépites. Donc le problème, c'est qu'évidemment ça coûte assez cher de trier de la vidéo. Je prends l'exemple pareil en télé-réalité, pour que les rushs en télé-réalité, je parle des Marseillais, des Ch'tis ou autres, pour qu'ils soient utilisables, il faut que tous ces rushs là ils soient indexés, ils soient triés, et qu'on fasse du speech to text. Et 1 heure de speech to text d'interview des Marseillais, ça prend 6 heures à une personne humaine. Le problème, en fait, également, c'est qu'on va générer de l'inertie. Non, c'est vrai. Il y a 30 jours de tournage, c'est quoi, 10 heures d'interview par jour. Le problème que ça génère, et notamment dans l'actualité et le sport, c'est que comme dans tous les métiers, et spécialement dans ces domaines-là, le temps c'est de l'argent. Dans la mesure où la personne qui va réussir à publier des images d'un événement le plus rapidement possible, la personne qui a les images les plus fraîches, est la personne qui va faire le plus d'audience. Je prends un exemple d'il y a déjà quelques années, BFM Télé, sortie du procès DSK, qui arrive à publier ses images directement à la sortie du procès. À l'époque, ils ont fait 2 fois plus d'audience que leurs 2 concurrents réunis, iTélé et LCI. Et effectivement, ça c'est vrai évidemment sur des antennes linéaires, mais c'est encore plus vrai sur les réseaux sociaux, où là on ne parle pas de x2, mais plutôt de x5 ou x10. Donc cet enjeu de réactivité qui est absolument clé pour l'audience. Et puis enfin, c'est vrai que on voit beaucoup dans nos clients, qui sont notamment des sociétés de production, que en fait, le coût du stockage commence à être de plus en plus bas, et donc on se dit mes rushs, je vais les garder au cas où, soit pour des problématiques légales ou parce qu'on a toujours du mal à supprimer ces rushs. Je vais les mettre dans un placard, et puis je vais dire, bon voilà, si j'en ai besoin, je sais qu'ils sont là. Sauf que je suis le seul à savoir qu'ils sont là. Et du coup, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, ça génère un actif dormant qui n'est pas valorisé. 1 minute de rush, il suffit d'aller sur le site de l'AFP, voir combien ça coûte, ça peut se vendre très très cher. Je prends un exemple, dans les grands groupes médias avec qui on travaille, c'était pendant l'enterrement de Johnny, une des rédactions, je ne vais pas citer laquelle, a acheté un rush, 30 000 € pour en diffuser 5 secondes. Donc, si c'était à vous ce rush là, c'est plutôt pas mal de l'exposer. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, comme c'est compliqué d'indexer tout, ça va être compliqué de le mettre en ligne et de permettre à tous les partenaires, toutes les sociétés de production, de voir qu'est-ce que j'ai dans mon stock. Donc l'enjeu par rapport à ça, c'était la citation que je disais, c'est que aujourd'hui c'est très compliqué de réussir à tout voir. C'est qu'on va devoir en fait réussir à étendre en fait le travail des documentalistes, des journalistes, de façon à ce qu'ils puissent tout indexer. Et évidemment, dans le secteur de l'audiovisuel, c'est pas trop la logique d'agrandir la taille des équipes, c'est plutôt la logique inverse. Donc en fait, il va falloir que ces groupes médias s'équipent en fait quelque part d'une solution qui va permettre en fait d'être plus exhaustif de façon à indexer et valoriser ces contenus. Alors, comment nous on le met en place ici dans ce cas-là?
la première chose qu'on fait, c'est que, évidemment, pour pouvoir les indexer, il faut les centraliser, ces médias. Donc là, on va avoir différentes sources de données. Ça peut être du FTP, de l'Aspera, ça peut même être des sources de données en live, hein, typiquement pour le sport ou l'actualité. Et on va centraliser tous ces contenus, en fait, dans une plateforme en SaaS où on va analyser toutes ces données-là. Dès que la donnée met un pied en fait dans le data center, on va commencer cette analyse de données. Ce qu'on entend par analyse, c'est évidemment toute une partie des fonctionnalités dont Guillaume a parlé tout à l'heure. Ça va être de la détection de visage, ça va être du speech to text, ça va être de détection de scène, de contexte, et tout un ensemble de choses en fait qui va permettre aux journalistes et aux documentalistes de réussir à vraiment comprendre quels sont les moments pertinents qu'il y a dans l'image et quels sont les moments dont je vais avoir besoin pour faire par exemple une story ou pour publier sur les réseaux sociaux. À partir du moment où la donnée elle est indexée, c'est là qu'elle prend sa valeur. Une donnée non indexée, stocker une donnée qui n'est pas indexée, finalement ça revient presque à la jeter, puisqu'en fait on ne va pas pouvoir la retrouver. On a un exemple, une petite démo en fait de comment ça fonctionne. Alors c'est une vidéo. Donc en fait on se log sur une interface, une simple interface web hein, qui est responsive. Donc via un login et un mot de passe, si j'appuie sur play, je pense que ce sera mieux. Voilà. Je me connecte à l'interface et là je vais retrouver en fait une vue story-centrique, c'est-à-dire que je vais pouvoir en fait créer des projets et ranger automatiquement tous ces médias-là dans mes différents projets. Voilà, donc je vais pouvoir lire une vidéo et l'expérience qu'on va voir là ici, c'est la même pour des données qui ont été transmises depuis quelques semaines, comme une donnée qui est en train d'arriver en live en fait. On ne fait pas de distinguo en fait entre le live et le fichier. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il faut être le plus réactif possible pour conserver l'audience en fait. Donc là on va voir que l'intelligence artificielle et les techno-cognitives entrent en jeu, c'est maintenant, c'est en utilisant notamment le moteur de recherche. Grâce au moteur de recherche, je vais réussir vraiment réussir à identifier quelles sont les séquences qui vont matcher ma story. Donc mettons par exemple, je fais un sujet sur les présidents américains, j'ai besoin d'images de Barack Obama, le moteur de recherche me suggère Barack Obama ici, dans tous mes rushs, et va afficher automatiquement toutes les images où Barack Obama apparaît. Alors évidemment, si je travaille dans l'actualité, je vais en avoir plein, donc c'est pas forcément, je vais avoir besoin de trier. Mettons que je veux voir Barack Obama et les liens qu'il a avec Bush. Donc on va chercher Bush et essayer d'identifier est-ce qu'il y a des séquences où ils apparaissent tous les deux. Et bah ouais, effectivement, on en a une ici où on voit Barack Obama qui est juste là, Bush ici, d'ailleurs on voit même Clinton qui est juste là. Donc là typiquement je vais pouvoir choisir ce morceau-là, l'ajouter à ma story et commencer en fait à faire un edit assez rapide que je vais pouvoir après envoyer vers une station de montage ou publier sur les réseaux sociaux dépendant de mon besoin. Évidemment, là, on parle d'image. On va voir maintenant que je peux également en fait chercher parmi les éléments de langage. Donc, il y a un truc qu'il a dit Barack Obama pendant les funérailles de McCain qui a été beaucoup retweeté. C'est "We were on the same team". C'est une phrase qui était assez forte. Donc, l'idée, ça va être de pouvoir retrouver de la même façon Barack Obama qui est en train de prononcer ce passage-là. Doubted we were on the same team. Voilà, donc là en fait le média est automatiquement découpé, donc je vais pouvoir éventuellement ajuster ma cut, mais directement le prendre, l'ajouter et continuer ma story. Ça fait évidemment gagner un temps qui est monstrueux puisque j'ai pas besoin de tout regarder, j'ai juste besoin de cet extrait-là. Ce qu'on va pouvoir voir également, c'est que le transcript, il offre une nouvelle façon de naviguer dans un média. L'idée c'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme une timeline en fait. Et cette timeline, elle va être synchronisée avec la vidéo et ça va permettre en fait d'aller naviguer très rapidement plutôt que de cliquer au hasard. Sort of had a chance, but never really, because I wasn't fully fit, when it mattered, and I was able to take advantage of it, and actually I could enjoy the end of the match quite a lot, which was also very nice. Donc évidemment, le truc qu'on a envie de faire tout de suite, c'est utiliser son stabilo et puis aller sélectionner tout de suite en fait juste le passage qui est intéressant. Nous, on appelle ça le speech to cut. Donc ça va permettre en fait automatiquement d'aller extraire uniquement une phrase clé, un paragraphe, et d'éviter d'avoir à borner avec son in et son out un petit peu à la main en se déplaçant image par image en fait. Donc évidemment là on va avoir un gain de temps qui est gigantesque et surtout une facilité d'usage qui fait que je n'ai pas forcément besoin d'être monteur pour pouvoir réussir à extraire uniquement ou faire une partie du derush en fait. Alors l'autre partie qu'on va regarder juste après, c'est qu'effectivement, je vais avoir la possibilité de travailler dans d'autres langues.
Là, on va prendre l'exemple pour du chinois ici. Ça, c'est des sous-titres qui ont été faits, c'est des sous-titres manuels qui ont été faits par les équipes de CCTV. Ça, c'est la machine qui a transcrit du coup en chinois ici. Oui, c'est assez précis. Je parle pas du tout chinois, hein, je ne sais rien, mais du coup, ce qu'on va pouvoir voir, c'est qu'effectivement, en traduisant en fait le transcript, on va réussir en fait à pouvoir comparer, c'est intéressant, les équipes de CCTV manuellement qui ont fait ces sous-titres et la machine qui a traduit le transcript. Donc on a deux machines, une qui traduit qui fait le transcript et une qui fait la translation. Et en fait, on va pouvoir voir que dans certains cas, alors évidemment, on ne prend pas les plus mauvais, hein, mais on va avoir globalement, ici dans ce cas-là, qu'il y a un 100% de matching, et ça fonctionne en temps réel. Donc, j'ai plus besoin forcément de faire appel à un traducteur pour commencer à travailler sur un média. On ne va pas dire qu'il n'y a plus besoin de traducteur, bien au contraire, en fait, pour réussir à affiner les nuances de langage, ça va être hyper important de pouvoir, dans certains cas, avoir une relecture qui va être fiable, mais ça permet de commencer à travailler sur son contenu dès le début de la transmission. Autre cas de figure, on va parler plutôt de data journalisme. C'est vrai que nous, on récolte énormément de données à chaque seconde de médias. Et en fait, France Télévisions nous suggérait un cas d'usage, c'est mais pourquoi vous ne pourriez pas afficher en fait les statistiques en fait d'analyse d'une certaine façon, de façon à pouvoir en fait éventuellement créer une story ou voir un peu ce qu'on peut détecter. Et on dit qu'effectivement, souvent le propos journalistique naît de la statistique, donc on s'est prêté à l'exercice et effectivement, ça donne un petit peu une idée de ce qui est possible ici. On a classé en fait dans tous ces rushs de manifestations de la France Insoumise les personnes qui ont été le plus détectées à l'image. Donc alors sans surprise, en premier c'est Jean-Luc Mélenchon parce qu'évidemment c'est le leader de la France Insoumise. Clémentine Autain qui arrive après, qui est assez haut placé. Benoît Hamon, c'était une manif d'il y a quelques années. Dit déjà c'est ok, pourquoi pas, ouais c'est intéressant. Et après deux autres personnes, je ne sais pas si vous les connaissez. Zoé Constantopoulou et Chantal Mouffe, on s'est rendu compte que les journalistes politiques n'étaient pas forcément très familiers en fait, avec ces deux personnalités. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un lien sémantique pour réussir à pas juste avoir le nom et le prénom de la personne, mais avoir carrément sa biographie. Ce qui va permettre en fait, de comprendre, par exemple ici, on va apprendre que Zoé Constantopoulou était une politicienne grecque du mouvement Syriza, grâce à un lien sémantique en fait, de Wikidata, c'est la base de données qui est derrière Wikipédia. Et Chantal Mouffe, c'est une théoricienne belge qui est à l'origine du mouvement Podemos. On dit, ok, elles sont quand même dans les 5 plus vues. Et on va aller regarder un peu plus près où est-ce qu'elles apparaissent en fait dans la manif. Et on voit que donc Chantal Mouffe avec son écharpe rouge, on ne peut pas la louper, elle est juste là. Et Constantopoulou est juste derrière, juste à côté de Mélenchon. Donc là où je disais au tout début, c'est une manifestation de la France Insoumise, est-ce que j'ai pas un angle journalistique qui serait plutôt de dire... et en fait, c'est peut-être plutôt une réunion des gauches européennes à Paris à ce moment-là. Est-ce qu'il n'y a pas des liens à creuser entre ces personnalités-là? Alors la machine, elle ne va pas répondre à ça, mais elle va permettre de créer une statistique et de créer en fait un angle de la data qui est aujourd'hui très difficile à voir, à moins d'être expert en personnalité, d'être hyper physionomiste. Donc l'idée, c'est vraiment de réussir à créer des insights pour aller plus loin, creuser, investiguer. Donc globalement, si, je crois que j'arrive un petit peu à court de temps, mais si on doit un petit peu résumer quels sont les points clés en fait, de comment on l'utilise, alors c'est le cas d'utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning. Évidemment, le premier cas, on se dit c'est super, je vais pouvoir faire des économies, je vais faire du ROI parce que ça me coûte moins cher. C'est évidemment une idée reçue qui est vraie, mais qui n'est pas le bon vecteur d'approche. L'approche, ça va plutôt être de dire qu'on va réussir à créer de la valeur avec tout ça. Évidemment, on va faire des économies parce qu'effectivement, toutes les actions qui sont manuelles comme le speech-to-text, comme la transcription, qui est une action en général que personne n'a réellement envie de faire parce que c'est quand même pas forcément, c'est quand même très aliénant comme travail, on va pouvoir le réduire, on va pouvoir l'économiser, de faire en sorte à ce que les équipes en fait, qui font ça aujourd'hui se concentrent sur leur vrai travail. Et sur un travail qui va créer de la valeur, sur l'investigation journalistique par exemple, sur nourrir en fait une story à partir des données que par exemple l'IA va pouvoir suggérer. L'autre point, et là on parle vraiment de pure création de valeur, c'est qu'on va réussir à publier plus vite. Et en publiant plus vite, on voit que ça génère de l'audience, encore plus sur les réseaux sociaux, et on va pouvoir valoriser ces contenus. Et en termes de valorisation, le dernier point, c'est un des angles qu'on a vu, le dernier c'est quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait annoncé, donc je ne vais pas vous le montrer là, mais c'est qu'on va pouvoir, grâce à ces statistiques, créer de la donnée, créer des insights, investiguer et créer une valeur éditoriale supplémentaire. Et enfin, c'est le dernier point,
À partir du moment où les contenus sont indexés, ils prennent de la valeur parce que je vais pouvoir les exposer, je vais pouvoir y donner accès. Et finalement, des groupes médias entre eux ne sont pas forcément, surtout dans des pays différents, concurrents, donc ils ont tout intérêt à s'échanger ces contenus et à générer des nouveaux revenus de cette façon-là. Les groupes médias sont vraiment assis sur des mines d'or, mais aujourd'hui, les portes sont assez verrouillées, ne sont pas forcément très ouvertes, donc il y a tout à construire, et c'est vraiment on est au tout début de cette nouvelle aventure, et de ce cas d'usage où on commence à constater, nous, que ça se fait de plus en plus. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Newsbridge est à votre disposition à un stand à côté de la Renault Zoé au premier étage. N'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'était super intéressant. Est-ce que vous pourriez voter, s'il vous plaît? Si vous étiez super content, votez. Si vous n'avez pas été très content, votez quand même et venez nous voir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci à tous.